Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui dans la série des travaux dirigés du module de pédiatrie de la faculté de médecine d'Oran de la pratique de l'alimentation chez l'enfant. Le plan de ce TD est le suivant. Nous allons parler d'abord des buts de l'alimentation. Ensuite, nous allons voir quels sont les principes de la diététique chez l'enfant. Nous aborderons par la suite les besoins de l'enfant selon l'âge et nous terminerons par les recommandations diététiques. Quels sont les buts de l'alimentation? Ils sont d'abord d'ordre général. Ces buts généraux consistent à assurer un équilibre nutritionnel, à améliorer la croissance de l'enfant et enfin favoriser un développement intellectuel adéquat. Les autres buts rentrent dans la prévention de certaines pathologies directement liées à l'alimentation comme la malnutrition ou l'obésité et dans le même cadre de la prévention, certaines pathologies peuvent être entraînées par un défaut d'alimentation et donc induire une morbidité ou une mortalité. Je donnerai à titre d'exemple les infections virales, bactériennes, les anémies par exemple, et le diabète. En ce qui concerne l'alimentation et sa relation avec la croissance, l'alimentation chez l'enfant répond à des besoins, principalement ceux des deux croissances, somatique et cérébrale. Pour ce qui est de la croissance somatique, une bonne alimentation arrive à donner à la fin de la deuxième année de vie de l'enfant un gain pondéral d'environ 40 à 50% et un gain de taille, un gain statural de 25%. Cette croissance somatique concerne le développement des organes et leur maturation. Pour la croissance cérébrale, une bonne alimentation de l'enfant sert à faire développer le cerveau et aussi favorise la myélinisation. Je rappelle que la myélinisation est la formation d'une gaine de myéline autour des fibres nerveuses. Pour ce qui est des principes diététiques, ce qu'il faut conseiller aux parents, c'est une alimentation adaptée à l'âge de l'enfant. Par exemple, ne pas donner une alimentation d'un enfant de 3 ans à un enfant de 12 mois, ni une alimentation d'un enfant de 15 ans à un enfant de 4 ans. Le but, c'est d'adapter l'alimentation par rapport à l'âge de l'enfant, ce qui va nous faire éviter tous les problèmes de malnutrition ou de surpoids, et aussi ça va nous permettre de satisfaire les besoins selon le poids. Le deuxième principe diététique, c'est de lutter contre l'alimentation de l'adulte. Certes, l'enfant peut participer au repas familial, l'enfant n'est pas un adulte miniature. Il ne doit pas avoir le même contenu dans son assiette que l'adulte. Le troisième principe, c'est la diversification alimentaire progressive. On doit donner les aliments aliment par aliment dans le but de détecter les problèmes liés à l'intolérance ou à l'allergie. Ça nous permettra aussi d'éviter un déséquilibre nutritionnel ou énergétique. À titre d'exemple, on va introduire chez le nourrisson les légumes. Les légumes, on ne les introduit pas tous en même temps. Par exemple, on va donner la pomme de terre. Ensuite, une semaine à 10 jours après, on donnera la carotte. Et quelques jours après, on introduira la courgette à titre d'exemple. Maintenant, nous allons parler de l'alimentation du nourrisson. Comme vous avez déjà vu dans le cours, le nourrisson passe par 3 phases dans son alimentation. La première phase est celle de la naissance jusqu'au 4e, 6e mois. C'est une période exclusivement à base de lait. Le choix du lait se fait entre le lait maternel, le lait artificiel ou les deux. On appelle ça un lait mixte, l'allaitement mixte plutôt, selon les conditions de l'enfant et de sa mère. À partir de la période 4 à 6 mois, il se passe une diversification alimentaire progressive jusqu'à l'âge de 12 mois. Ici, on verra l'enfant se faire introduire
des légumes, des fruits, de la volaille et même quelques aliments connus pour être allergisants, comme par exemple l'œuf et le poisson. Dans la période qui est appelée fenêtre d'opportunité, cette fenêtre d'opportunité, cette période, se passe entre le 4e et le 6e mois. Les études récentes ont montré que l'introduction précoce des aliments connus pour être allergisants va éviter de faire apparaître les allergies plus tard chez ces enfants. Par rapport au gluten, on le fait introduire dans des farines lactées à partir du 6e ou 7e mois. Plus tardivement, on pourra donner du pain chez l'enfant un peu plus grand. Passons maintenant au type de lait. Nous avons le lait maternel qui reste une solution indiscutable. C'est bien sûr la meilleure solution dans l'alimentation lactée du nouveau-né et du nourrisson. Il a été prouvé par des études scientifiques jusqu'à l'heure actuelle. Ce point a été bien expliqué dans le cours. Une deuxième alternative qui a toujours été là quand le lait maternel s'est tari ou n'était pas plus possible, c'est le lait de vache. Il existe sous forme biologique, naturelle, c'est le lait qu'on va chercher à la ferme, mais il y a aussi un lait qui est appelé lait infantile ou appelé par certains lait maternisé, qui est une bonne alternative à ces enfants qui n'ont pas eu la chance d'être allaités par leur mère. Il se vend dans des boîtes. Vous connaissez très bien les laits appelés premier âge. Le premier âge correspond à des enfants âgés de 0 à 6 mois. Le deuxième âge, c'est pour les enfants de 6 à 12 mois. Et les laits de croissance, c'est pour les enfants de 1 à 3 ans. Il existe aussi des laits spécifiques, qu'on appelle aussi des laits spéciaux, parmi lesquels on trouve les laits AR. Ce sont des laits adaptés à l'enfant, épaissis. Il existe aussi des laits AD. Ce sont des laits appauvris en lactose, qui conviennent plutôt très bien à la situation de la diarrhée aiguë. Une diarrhée aiguë, quand elle ne rentre pas dans l'ordre en quelques jours, on peut donner à ces enfants-là ces laits AD. Il existe aussi un autre lait spécial qui est le lait par hydrolysa poussé aux protéines de lait de vache, qui est la solution pour les laits allergiques, pour les enfants allergiques au lait de vache, ou la solution aussi quand les enfants sont très mal nutris. On peut le donner aussi dans certaines pathologies hépatiques. La quantité de lait artificiel est calculée selon une règle, appelée règle d'Appert. Cette quantité correspond au poids en grammes divisé par 10 plus 200. La quantité trouvée, c'est la quantité de cc ou de ml par jour. À titre d'exemple, si notre enfant ou nourrisson pèse 5 kg, on va convertir le poids en grammes, ça nous fait 5000, divisé par 10, ça nous donne 500, plus 200, ça fait 700 cc par jour. Cet enfant de 5 kg doit avoir une quantité en 24 heures de 700 cc. Qu'en est-il de la réalité de la consommation des enfants et de leur alimentation, et surtout des enfants en bas âge? Nous avons trouvé qu'entre l'âge de 13 et 18 mois, 50% des enfants mangent le même plat principal que leurs parents, alors que 32% prennent le même menu, le menu entier, entre entrée, plat et dessert. Après l'âge de 18 mois, 82% ont le même plat principal et 67% ont le même menu que le reste de la famille.
dans le même ordre de constatation. Alors que les enfants entre 9 et 18 mois ont des apports protéiques excessifs, environ 4 grammes par kilo par jour, et des apports glucidiques corrects, avec un excès de sucre à absorption rapide, par exemple les sucreries, nous remarquons qu'il y a une insuffisance quantitative et qualitative en lipides, avec un déficit en acides gras essentiels. Devant ces déséquilibres nutritionnels, comment peut-on couvrir les besoins de l'enfant? En ce qui concerne les lipides, les besoins lipidiques sont évalués à 30 à 35 de l'apport énergétique total. Ce qu'on doit éviter, c'est la prédominance des graisses saturées dans l'alimentation de l'enfant. Ceci va diminuer le risque de pathologies cardiovasculaires, des troubles neurosensoriels, des défauts de croissance, des lésions cutanées eczématiformes par exemple. Ces graisses saturées sont importantes dans l'absorption des vitamines A, D, E, K. Comme vous le savez, ces vitamines sont très importantes pour le métabolisme de l'enfant. Ce qui va nous amener à dire qu'il faut réduire les préjugés sur les corps gras, ne pas donner des quantités très importantes de lait entier, de beurre et des huiles. Par contre, il faudrait donner les quantités adéquates. Il faudrait enfin favoriser l'équilibre entre les divers acides gras. Pour ce qui est des protéines, il faudrait assurer un apport protéique de 10 à 12 grammes par jour. Un apport protéique de sécurité est conseillé, il est égal à 1,48 g par kilo par jour. Dans le cas des protéines, il faudrait lutter contre un abandon trop rapide des laits infantiles au compte des apports trop importants en viande, en poisson ou en œufs. Il faudrait passer graduellement, progressivement vers de grandes quantités de lait vers des quantités plus petites. En ce qui concerne les viandes, le poisson ou l'œuf, il faudrait donner une fois par jour, pas plus. Pour les glucides, évitez les excès de sucre rapide, notamment les excès de sucreries chez les enfants en âge de marche ou plus. Et puis, privilégiez, quand la diversification alimentaire est bien installée, privilégiez les sucres lents, par exemple, comme les féculents et les céréales. Toujours dans le cadre des besoins spécifiques, favorisez les apports en fibres. Nous savons très bien que les fibres existent dans les fruits, les légumes et les céréales, par exemple. On doit aussi lutter contre l'excès de sodium, qui est source d'obésité et de maladies cardiovasculaires chez l'enfant plus grand. Et puis, on doit lutter contre la carence en fer. On doit donner à peu près 10 grammes par jour. Les besoins en calcium, chez le petit nourrisson et jusqu'à l'âge de la diversification, la quantité à donner équivaut à 400 mg par jour. Chez le nourrisson de 6 mois à 3 ans, on donne 500 mg par jour. Chez l'enfant de 3 à 9 ans, on donne 800 mg par jour. Et chez les enfants plus grands, de 10 ans jusqu'à l'adolescence, on peut donner de 1 g à 1,2 g. Pour ce qui est de la supplémentation en vitamine D, les besoins sont de 25 microgrammes par jour pendant la première année. Nous savons très bien que l'enfant exposé quelques minutes par jour obtient ses besoins en vitamine D. Ils sont mieux couverts depuis l'enrichissement des laits infantiles. Et puis l'apport en vitamine D est apporté par les laitages bébés qui ne sont pas suffisants. Un apport supplémentaire reste nécessaire sous forme de médicaments en gouttes ou en ampoules. Venons maintenant aux besoins en fer. Chez le nouveau-né à terme, le fer corporel est nécessaire à 75 mg par kilo, dont 75% sont sous forme héminique. Il rentre dans la construction de l'hémoglobine. En moyenne, les nouveau-nés triplent leur volume sanguin durant la première année de vie,
ce qui veut dire que les nouveau-nés ont beaucoup plus besoin de fer dans la première année de vie. Les besoins sont de 0,5 à 1 mg par jour de fer durant cette période pour maintenir les réserves. Pour les nouveau-nés prématurés, leur fer corporel à la naissance est beaucoup moindre, il est à 64 mg par kilo, d'où la nécessité de donner encore plus de fer alimentaire à raison de 2 à 2 mg et demi par kilo par jour. Ceci est aussi pour prévenir l'anémie tardive qui est due essentiellement au prélèvement itératif dans le cadre de l'hospitalisation du prématuré par exemple. Quels sont les apports recommandés par rapport au fer? Il faut savoir que dans un régime mixte, uniquement 10% du fer environ est absorbé. Selon l'apport nutritionnel recommandé en fer, chez les nourrissons de 5 à 12 mois, on recommande 11 mg par jour. Chez les enfants de 1 à 3 ans, 7 mg par jour. Et chez les enfants plus grands, de 4 à 12 ans, 10 mg par jour. Le fer est important. Quelles sont les sources diététiques de ce fer chez l'enfant? Il faut savoir qu'un litre de lait maternel ne contient que 0,3 à 0,5 mg de fer. Mais 50% de ce fer est absorbé. Il faut savoir aussi que la quantité de fer contenue dans l'organisme de l'enfant à la naissance est de 75 mg par kilo. Le quart de cette quantité est stocké lors du dernier trimestre de la grossesse. Les nouveau-nés à terme qui sont nourris exclusivement au sein, pendant les 6 premiers mois, ils ne sont pas en risque de carence en fer. À partir de la diversification alimentaire, les sources diététiques de fer sont multiples. En général, le fer qui appartient aux aliments d'origine animale, qui est appelé fer héminique, est beaucoup plus important que le fer qui est contenu dans les aliments d'origine végétale. Il faut savoir que la vitamine C facilite l'absorption du fer. Il faut citer les aliments riches en fer, les viandes, les poissons et les œufs, et ceci est très bénéfique quand ils sont consommés avant l'âge de 1 an. Et puis les produits céréaliers, comme les céréales enrichies en fer, le pain, les pâtes et le riz. Enfin, quelles pourront être les recommandations pour la prévention de la carence en fer? Chez le nouveau-né à terme, exclusivement nourri au sein, pas de supplément jusqu'à l'âge de 6 mois. Après l'âge de 6 mois, les nourrissons nourris au sein, on doit leur donner une supplémentation en fer sous forme de céréales ou d'autres aliments enrichis en fer, ainsi que des laits enrichis en fer. Pour les nouveau-nés à terme, qui ne sont pas nourris au sein, les laits infantiles enrichis en fer répondent à ces besoins en fer dès la naissance. Pour les nouveau-nés prématurés, il faut supplémenter en fer et administrer dès la bonne tolérance de l'alimentation jusqu'à l'âge de 1 an. En conclusion, l'intérêt de ce cours est de comprendre donc l'alimentation sur mesure de l'enfant. Il faut retenir que l'enfant de 1 à 3 ans n'est pas un adulte en miniature. Son alimentation doit être adaptée à ses besoins spécifiques comme on l'a vu dans ce TD. Les conséquences à long terme de la nutrition du jeune enfant sont de plus en plus mises en avant. Les excès en sodium et en protéines, par exemple, conditionnent le pronostic du rein. Les excès en protéines et en cholestérol vont nous donner du surpoids et des pathologies cardiovasculaires. Et puis, l'apprentissage du goût et les comportements alimentaires de l'enfant sont conditionnés par la bonne conduite de l'alimentation et de la diversification, et aussi de la réponse à ses besoins.
La carence et les excès en certains nutriments comme le fer, les protéines, les acides gras essentiels doit être évité. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, je répondrai avec plaisir. Mettez-les dans les commentaires de cette vidéo.